TVT au cœur de l'information. Les transitions maliennes et guinéennes au menu des travaux hier dimanche à Abuja, c'était au cours du 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les questions de réforme de l'institution ont été également abordées. Le chef de l'État-fort Essozimana Gnassingbé a pris part aux travaux. Baisse du chiffre d'affaires, compression du personnel, voilà en résumé l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les entreprises. L'état d'urgence sanitaire qui découle de la crise du Covid-19. Le rapport d'étude a été présenté ce jour. Les entreprises veulent rapidement aller à l'amélioration de l'économie post-Covid. Des dessins animés, vous vous êtes déjà posé la question sur comment ils se fabriquent? Eh bien, restez avec nous, vous le saurez tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Hier dimanche à Abuja, au Nigeria, s'est tenue la 60e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le chef de l'État, Faure Essozimana Gnassingbé, y était. À l'ordre du jour, les questions liées aux réformes pour plus de performance de l'institution sous-régionale. Les discussions ont également porté sur la situation politique, sécuritaire et économique dans l'espace CEDEAO. Le cas du Mali et de la Guinée aussi a été examiné. Joseph Amiga. Ce 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a été particulièrement marqué par la mise en relief des défis auxquels la sous-région ouest africaine est confrontée, notamment les défis sécuritaires, politiques, économiques, sanitaires et climatiques. Le président de la République, Faure Essozimana Gnassingbé, a pris une part active à cette session ordinaire de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont condamné les nombreuses attaques terroristes dont est victime la sous-région. Dans le domaine de la santé, ils ont relevé la persistance de la pandémie liée au Covid-19 et ses impacts négatifs sur l'économie et le mode de vie de la population. La CEDEAO appelle à plus de vigilance et de responsabilité face à l'apparition du variant Omicron. Le président de la République, Faure Essozimana Gnassingbé et ses pairs ont salué la résilience des économies ouest-africaines face à la pandémie. Abordant le volet politique, les dirigeants ouest-africains se sont félicités de la bonne tenue des élections présidentielles en Gambie et au Cap-Vert. Les chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la situation au Mali et en Guinée. À cette session ordinaire, le président de la commission de la CEDEAO, le président de la République fédérale du Nigeria et le chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, ont appelé à une synergie d'action pour plus d'efficacité. C'est dans cette logique qu'ils ont souhaité au niveau sécuritaire une plus grande coordination, notamment au niveau des renseignements. Les dirigeants de la CEDEAO s'engagent à relever les défis liés à la disponibilité des vaccins et surtout leur production à l'échelle du continent africain. Les réformes institutionnelles de l'organisation et le programme de la monnaie unique ont été aussi largement abordés. Des prix d'excellence de la CEDEAO édition 2020 ont été remis à plusieurs lauréats pour leur contribution à la promotion de la paix, de la démocratie, de la stabilité, de l'intégration, de la science, des arts et du cinéma. La crise sanitaire liée au Covid-19 a secoué presque tous les secteurs d'activité. On pense déjà à la relance économique post-Covid et le Conseil national du patronat a réalisé une étude de l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les entreprises formelles du Togo. L'idée est de trouver une solution adaptée pour soutenir les entreprises. Le contenu de l'enquête avec Christine Petit-Kialoudi. Les PME et PMI constituent l'essentiel du tissu de l'économie nationale. Elles créent la majorité des emplois. L'étude de l'impact de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 révèle que sur 222 entreprises touchées,
67% ont vu leurs activités baisser en termes d'investissement. La pandémie du Covid-19 a soumis le secteur à rude épreuve. Quand vous prenez le domaine du transport, la restauration, le domaine hôtelier, ce sont des secteurs qui ont beaucoup souffert. Certains sont partis même jusqu'à fermer leurs entreprises. D'autres ont mis des personnels en chômage technique. Pour la relance des activités, l'étude propose également des pistes de solutions sous forme de recommandations. Il doit y avoir une contribution à tous les niveaux, à commencer par le patronat, qui doit aider les entreprises à cultiver toujours cette résilience et à renforcer leurs capacités en ce qui concerne la gestion entrepreneuriale. À l'endroit du gouvernement, le maintien des garanties auprès des banques en faveur des PME est réaffirmé. L'accompagnement dans la transition numérique également. La relance des activités passe par une croissance inclusive et le patronat, selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, est sur la bonne voie. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces PME puissent être beaucoup plus suivies en créant une 4e catégorie, les nano-entreprises. Je vous invite à continuer par soutenir les actions du gouvernement pour une mise en œuvre réussie de la grande vision que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République. La réalisation de cette étude, qui est une sorte de plaidoyer, est rendue possible grâce à l'accompagnement de la BOA. Ce communiqué du ministre des Armées à présent, dans le cadre du recrutement général du personnel militaire non-officier des forces armées togolaises, session 2021, les candidats en attente de la formation élémentaire troupes toutes armes FETA B 2021, dont les noms figurent dans le quotidien national Togo Presse, sont convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises, CENIFAT, à Kara, le lundi 20 décembre 2021 à partir de 6 h pour le début de la formation militaire. Les candidats concernés sont priés de se faire vacciner contre le Covid-19 avant leur entrée au CENIFAT. La liste sera publiée dans le quotidien national Togo Presse et disponible sur le site web du ministère des Armées à l'adresse www.defense.gouv.tg. Ils se présenteront au centre en tenue de sport, munis de leur carte nationale d'identité en cours de validité et de la carte de vaccination contre le Covid-19. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Les candidats initialement retenus pour la deuxième vague et dont les noms ne figurent pas sur la présente liste seront convoqués ultérieurement. Les journalistes impliqués dans la prévention des conflits, le respect de l'équité genre et la gestion des rumeurs, il leur est demandé, comme toujours, d'apporter la bonne information au public et préserver ainsi la paix. Et pendant 5 jours, les professionnels des médias de l'agence togolaise de presse ATOP vont remettre à niveau leurs connaissances en la matière. Marie-Ange Bida, reportage. En communauté ou entre États, les conflits ne manquent pas. Avec sa plume, le journaliste reste un acteur important dans la résolution et la pacification des différends. Venus de Lomé et de l'intérieur du pays, les journalistes de l'agence togolaise de presse se frottent avec les outils nécessaires face à une situation de crise. L'idée fondamentale de cette formation, c'est ne pas nuire. Ne pas nuire à mon voisin, ne pas nuire à mon quartier, ne pas nuire à ma communauté, ne pas nuire à mon pays. Et les journalistes sont au premier plan pour travailler sur cette thématique, c'est-à-dire être proactif, désamorcer, ne pas rajouter de l'huile sur le feu, anticiper. Les journalistes de la TOP, encore plus parce qu'ils sont dans la proximité, ils sont le premier baromètre de ce qui se passe dans une communauté, ils peuvent trouver des solutions aux problèmes avant que ça ne devienne des grands problèmes, des crises et ensuite des conflits. L'agence togolaise de presse est le seul organe de presse publique ayant un maillage territorial aussi dense. Nous sommes présents dans pratiquement toutes les préfectures du Togo. Et donc ce que nous attendons de nos journalistes, c'est qu'ils puissent être en mesure de relayer ces informations et à temps réel surtout. La prévention des conflits et la gestion des rumeurs passent aussi par la production de contenu utile. Le ministère de la Communication en appelle à plus de professionnalisme. Cette formation, financée par le PNUD, est la dernière d'une série de 4.
Elle fait suite à la dotation en novembre dernier de matériel de travail à l'agence togolaise de presse. Un centre d'écoute et de soins disponible enfin au CMS d'Adi Dogomé, One Stop Center, a été inauguré. Il va prendre en charge des patients sur le plan psychosocial, médical et juridique, surtout les personnes victimes de violences basées sur le genre. Il faut accompagner ces personnes à guérir de leurs blessures et favoriser ainsi leur réinsertion sociale. Sandrine Isidole, Elia Gbanyandao, précision. Une femme sur 3 a subi dans le monde des violences physiques et sexuelles. Le phénomène n'épargne pas le Togo. Le gouvernement togolais et l'UNFPA s'engagent vis-à-vis du sujet. One Stop Center, un centre érigé au sein du CMS Adi Dogomé pour une prise en charge rapide et complète des violences basées sur le genre. Ceci depuis l'admission de la victime survivante jusqu'à sa sortie. Si la victime a besoin de soins, l'agent de santé va examiner la victime. Il va relever toutes les blessures dans un registre. Lorsque la victime a besoin d'un soutien psychologique, nous avons aussi les psychologues qui sont là. La valeur ajoutée de ce type de centre permet aux victimes de recevoir des soins et ensuite de recevoir la panoplie de services que constitue le One Stop Center. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles figure en bonne place dans la nouvelle feuille de route gouvernementale. Objectif, mettre fin à ce mal qui détruit chaque jour femmes et jeunes filles. Le centre que nous inaugurons ce jour est donc une réponse innovante et adéquate à l'épineuse question de la prise en charge holistique des victimes de VBG à travers des services intégrés et gratuits. Cette approche offre de multiples avantages tels que le référencement, la garantie de la confidentialité, le meilleur suivi des survivantes, de même que leur sécurisation. One Stop Center offre une prise en charge médicale, psychosociale, juridique et une protection sécuritaire aux victimes survivantes. 10 autres centres d'écoute sont prévus dès l'année prochaine. En perspective, parvenir d'ici à 2030 à zéro violence basée sur le genre dans nos communautés. La place de la paix dans le processus de développement, le sujet intéresse le laboratoire de recherche en art, culture et développement IRES-RDEC. Il organise 2 jours de colloque international sur la thématique intitulée « Culture de la paix et développement dans l'espace CEDEAO ». Les experts vont donc croiser les analyses des chercheurs, analyser les impacts des conflits dans la sous-région et faire des recommandations pour la consolidation de la paix et le développement. Solange Amandi, Elia Gbanyandao. Conflits communautaires, extrémisme violent, terrorisme, des mots qui débrayent la chronique dans la sous-région ouest-africaine. À ce colloque, des réflexions sont menées pour faire de la sous-région un havre de paix, gage de tout développement harmonieux et durable. L'idée, c'est de réunir donc des universitaires, des chercheurs qui puissent venir donc parler donc des différentes expériences de leur recherche sur la question de la culture de la paix. Nous, c'est de trouver donc des solutions, des approches qui soient beaucoup plus basées donc sur une culture de la paix. L'épineuse question de la paix interpelle et mobilise les attentions. C'est ici le lieu, en tant que citoyen de la communauté, d'exprimer notre fierté et notre admiration au chef de l'État pour ses nombreuses initiatives et actions en faveur de la paix dans la sous-région qui connaît depuis une dizaine d'années des méfaits du terrorisme, du djihadisme et de l'extrémisme violent. Les derniers développements de l'actualité sécuritaire dans la sous-région sont là pour nous rappeler la nécessaire synergie d'action et la coopération à tous les niveaux dont devront faire preuve nos États ainsi que nos populations afin d'arriver à bout de ces groupes qui sèment la terreur partout et n'épargnent aucun pays ni aucune communauté. Ces développements de la violence terroriste nous rappellent également que les ambitions des pères fondateurs de la CEDEAO demeurent d'actualité. Des propositions et recommandations vont être formulées en vue d'une meilleure prise en compte de la démocratie, de la paix et de la citoyenneté dans le processus de l'intégration sous-régionale. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance des candidats inscrits pour le concours direct
de recrutement des fonctionnaires de police, session des 18 et 20 décembre 2021, que les épreuves écrites du dit concours prévues pour le 18 décembre 2021 se dérouleront à Lomé et dans les chefs-lieux de région Tiévi, Atakpamé, Sokode, Kara et Dapaon. Les candidats auront à composer dans le centre d'écrit du chef-lieu de la région où ils ont déposé leur dossier. À cet effet, ils sont invités à consulter les listes qui y seront affichées dès le jeudi 16 décembre 2021. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que l'accès à la salle de concours est subordonné à la présentation d'une preuve d'identité, carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité ou toute autre pièce d'identité accompagnée d'une quittance de dépôt de la carte d'identité nationale et au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Communiqué signé par le général de brigade Damiram Yark, ministre en charge de la sécurité. L'Institut supérieur des métiers de l'agriculture de l'Université de Kara dispose d'une boussole pour mieux orienter ses actions pendant ces 5 prochaines années. Un plan stratégique qui repose sur 6 axes. La formation de qualité, le partenariat et l'acquisition d'équipements de dernière génération sont entre autres points de cette politique quinquennale. Nestor Moussou. Pour ne pas naviguer à vue, l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture se dote d'une boussole. L'ISMA a élaboré un plan stratégique pour guider ses actions au quotidien durant les 5 prochaines années. Ce plan qui est validé à cette rencontre repose sur 6 axes. Le premier, c'est la gouvernance. Il faut organiser la structure. Le second axe, c'est le partenariat. Sans le partenariat, on ne peut rien faire. Le troisième axe parle de la formation, la qualité des enseignements. Le quatrième axe concerne les équipements. Le cinquième axe, c'est l'entrepreneuriat agricole. Et le sixième axe, maintenant, c'est la recherche. L'élaboration du plan stratégique répond au souci de faire de l'ISMA une référence. Cette motivation trouve sa source dans le Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche tenu en 2013. Le président de la République, lors de ce conseil, a souhaité que le système de l'enseignement supérieur togolais œuvre à l'amélioration de la qualité, à former des cadres et à mener des activités plus en phase avec les besoins de développement socio-économique. Alors, au sortir de ce conseil, les universités de Kara et de Lomé se sont dotées de plans stratégiques. Et en vertu de ces plans stratégiques, les facultés, les instituts devraient aussi se doter de leurs plans stratégiques. Et ça rejoint la préoccupation première, à savoir la nécessité d'une planification, la nécessité d'un balisage de chemin pour évoluer vers des objectifs de qualité dans l'excellence pour l'enseignement supérieur. L'Institut supérieur des métiers de l'agriculture forme en licence professionnelle et en master en management des entreprises agricoles, en politique agricole, en marketing des produits agricoles, en protection intégrée des végétaux, en phytopharmacie et en aquaculture. Adéquation, formation, emploi, on en parle encore. Le système éducatif et la formation professionnelle doivent produire des élites capables d'intervenir directement sur le marché de l'emploi. C'est en tout cas la nouvelle vision des plus hautes autorités du pays. Depuis ce matin, les chefs d'établissement des formations professionnelles du Grand Lomé, de la Maritime et des Plateaux suivent une formation de recyclage. Elle porte sur l'élaboration et la mise en œuvre des projets au sein des établissements scolaires. Elia Gbanyanda au reportage. Former des apprenants pour répondre aux besoins de l'emploi dans leur communauté, le ministère chargé de l'enseignement technique apporte des réponses. Avec l'appui financier du FNAFPP, les chefs d'établissement vont se former sur l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'établissement. Une sorte de cahier de charge d'enseignement pour pallier les problèmes d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous allons développer notamment des modules sur la conduite du changement. Parce que la notion d'écriture d'un projet d'établissement, elle est nouvelle dans nos établissements. Nous amenons les établissements à travers ce faire changer de paradigme et à inscrire leur établissement dans la vision que nous nous sommes rappelés décliner des plans sectoriels de l'éducation. Donc le premier module portera sur la conduite du changement. Après, nous allons montrer aux participants
comment écrire le projet d'établissement. Et la dernière partie va porter sur les éléments de réussite du projet d'établissement. C'est pour pouvoir permettre aux jeunes qui sortent de l'établissement d'être insérés directement. Une formation qui vise à donner pendant 5 jours les nouvelles techniques de gestion aux responsables d'établissement. Nous avons nos établissements qui sont implantés dans des communautés un peu partout. Il est important que le savoir-faire, le savoir que nous donnons puisse accompagner ces localités. Aujourd'hui, il y a la décentralisation. Et donc, en tant qu'établissement de formation technique professionnelle, nous devons être plus intégrés pour accompagner les maires à développer leur commune. Et donc, il était nécessaire que nous puissions former les chefs d'établissement à l'élaboration des projets d'établissement, de même que leur mise en œuvre, pour avoir des gestionnaires d'établissement à la hauteur de nos défis. C'est une série de formations qui est ouverte à l'endroit de tous les chefs d'établissement et centres de formation publique, des enseignements techniques et formations professionnelles. Après une étude réalisée sur le marché du travail dans la commune Ogou 1, un document a été produit. Il va servir de guide dans la planification des actions de développement. Le plan a été présenté à tous les acteurs de développement de la localité. Chacun est appelé à apporter son analyse pour son amélioration. Sylvain Abdou. Une analyse du marché du travail local a été menée dans la commune Ogou 1 en vue d'étudier la situation de l'emploi dans cette zone. Cette analyse consiste à faire la collecte des données pour mieux comprendre la question de l'offre et la demande de la main-d'œuvre. À l'issue donc de cette analyse, un rapport a été élaboré. Il s'agit ici de présenter les résultats issus à l'ensemble des acteurs pour prendre connaissance de ces résultats, les amener à faire des observations pour améliorer le document avant sa validation. Vous savez à quel point la problématique de l'emploi décent est au cœur de tous les programmes et de toute la planification au niveau central. Vous savez que la feuille de route du gouvernement entend promouvoir le développement du Togo en s'appuyant notamment sur les forces de l'économie. La première de ces forces, nous semble-t-il, c'est le capital humain. Comment faire en sorte que la question de l'emploi, qui nous semble cruciale pour résoudre, si vous voulez, toutes les autres difficultés qui y sont liées et qui s'appellent pauvreté, qui s'appellent chômage, sous-emploi, etc., puisse trouver une solution structurelle, une solution pensée, analysée, une solution fondée sur les réalités du contexte local. C'est que c'est une analyse qui doit être intégrée dans la planification du développement, de telle sorte que l'ensemble des actions et des politiques qui seront mises en œuvre tiennent constamment compte de la nécessité de faire en sorte que l'emploi participe au développement de la commune. C'est un engagement pour répondre à la réalisation de l'axe stratégique 2 du plan de développement communal. Ce plan entend rendre l'économie locale plus compétitive, résiliente et performante. Cette démarche a été entreprise en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, mais aussi avec l'appui technique et financier du Programme pour le développement économique et durable, PRODED. Les rebelles tigréens ont repris hier dimanche le contrôle de Lalibela, ville emblématique du nord de l'Éthiopie. La localité abrite un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un reportage de nos confrères de Africa News. Lalibela, la ville emblématique du nord de l'Éthiopie, connue pour ses églises taillées dans la roche et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, vient de retomber aux mains des rebelles tigréens. Ce dimanche, le Front populaire de libération du Tigré a annoncé dans une vidéo s'être emparé de l'aéroport et de la ville 11 jours seulement après avoir été chassé par les forces pro-gouvernementales. Pour le moment, le gouvernement n'a pas réagi. Ces dernières semaines, les autorités avaient engagé une vaste contre-offensive pour reprendre du terrain aux rebelles, présents sur l'essentiel de la zone du Tigré et dans plusieurs régions voisines. Dans cette guerre civile engagée depuis plus d'1 an, le nord de l'Éthiopie est devenu un vaste terrain de combat. Selon l'ONU, 9,4 millions de personnes se retrouvent aujourd'hui en situation critique d'assistance alimentaire. Le président sud-africain testé positif au Covid-19, secoué par l'apparition du variant Omicron. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie sur le continent africain. Le chef de l'État est suivi par les services de santé de l'armée. Cyril Ramaphosa positif au Covid-19. Le président sud-africain a été testé positif au virus dimanche, a déclaré son cabinet. Selon un communiqué de la présidence, il commençait à ressentir certains symptômes légers, confirmés par la suite par le test.
Il est en isolement au Cap tout en étant suivi par le service de santé militaire du pays qui lui délivre un traitement pour soulager ses symptômes. Toutes ces responsabilités ont été déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir. Le président sud-africain est entièrement vacciné. Le communiqué ne précise pas s'il a été infecté par le nouveau variant Omicron. La semaine dernière, Cyril Ramaphosa était en déplacement dans plusieurs pays d'Afrique. Il était à chaque fois testé au cours de ses voyages. Certains membres de sa délégation ont été testés positifs au Nigeria et sont rentrés plus tôt en Afrique du Sud. Le président sud-africain est revenu de son dernier déplacement au Sénégal le 8 décembre. Au Togo, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 416, 16 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 947, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 226 et le nombre de décès malheureusement de 243. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Orabank Togo, première banque, a lancé une opération de titrisation de créances. Elle porte sur un montant total de 25 milliards de francs CFA. Cette opération va couvrir la période du 8 décembre au 21 décembre 2021. C'est le premier appel public à l'épargne du groupe Orabank Togo. Edwige Atapa-Bassabi et Antoinette Omovovor. Du 8 au 21 décembre, le groupe Orabank Togo lance l'appel public à l'épargne, encore appelée titrisation de créances. Peuvent soumissionner tout investisseur, personne physique ou morale résidant dans la zone UEMOA ou à l'étranger. Cette opération porte sur un montant de 25 milliards de francs CFA sur la période 2021-2026 avec un taux de rendement annuel de 7%. La levée de fonds permettra à la banque d'accroître son impact social dans les domaines de l'inclusion financière et d'accorder plus de financement aux PME-PMI. Nous allons transformer des crédits à la clientèle en titres de créances négociables sur le marché financier. Et cette liquidité qui va être dégagée permettra de financer à nouveau l'économie togolaise dans des projets que nous visons dans le domaine de l'agriculture, dans le segment des PME-PMI, des infrastructures, dans l'inclusion financière et également dans le financement vert. Une opération de titrisation de créances, c'est pour mobiliser des ressources additionnelles, suivant un format nouveau au Togo, un format qui permettra d'inaugurer une nouvelle manière de lever les ressources en faveur des banques pour que la banque puisse mettre ses ressources au service de l'économie togolaise. Le citoyen lambda doit comprendre la titrisation comme une transformation d'une créance en un titre de créance négociable. La différence entre un titre de créance simple et un titre de créance négociable, c'est que dans un cas, il a la créance, il est obligé de la garder jusqu'à sa maturité, alors que dans le cas d'une titrisation, le titre est négociable sur un marché secondaire à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Innovant et attractif, Orabank est le tout premier acteur bancaire à avoir recours à ce type d'opération. Il s'arme ainsi pour mieux répondre aux besoins de développement du marché local et de la zone UEMOA. Orabank, aux côtés du gouvernement, veut relever le défi du développement durable suivant la feuille de route 2020-2025. L'avènement du film d'animation est très récent au Togo. Beaucoup de jeunes réalisateurs et cinéastes confirmés s'essaient à cet art. Ils crèvent d'ailleurs l'écran avec des produits on ne peut plus extraordinaires. Ce soir, nous irons à la rencontre d'un réalisateur dans son studio de montage où il anime des dessins. Vous allez le voir. Vous voulez savoir comment se fabrique un dessin animé? Suivez ce reportage de Chazina Baga. Aïe, je n'ai pas vu Mofia là aujourd'hui. Elle est où? Je l'ai envoyé. Envoyé? Un film d'animation, c'est tout d'abord une idée originale. Une histoire racontée à travers des représentations humaines, animales ou d'objets auxquels on donne vie. Sa réalisation passe par l'écriture d'un scénario. Celui-ci est structuré grâce à une représentation primitive appelée storyboard. On appelle souvent un storyboarder quelqu'un qui sait bien dessiner. Il dessine à peu près les personnages, même si ça ne ressemble pas tellement aux personnages réels, seulement on veut avoir l'animation. L'animation, c'est-à-dire le rythme général du film.
Et comme pour tout film, il faut des personnages. Ici, pas de casting. Ils sont tout simplement dessinés. Mademoiselle Ayawavi esquisse les traits du personnage principal. C'est une fille qui est en train de manifester la colère. Voilà. Donc on peut dire qu'elle est révoltée. C'est ce qui se traduit d'ailleurs par les traits de visage, la mine qui est un peu foncée. Moi, je suis obligée de vivre la scène. Et donc, tout en respectant d'ailleurs les détails pour montrer d'ailleurs à celui qui va voir le film déjà de comprendre. Une fois les personnages dessinés, il faut les numériser. On parle de modélisation. Cette tâche revient à M. Kanye. Une tablette graphique, un stylet et le tour est joué. Je fais le contour, je mets les couleurs sur ordinateur et ensuite j'essaie de réajuster les tonalités des couleurs pour que ce soit fidèle exactement à ce que le réalisateur a comme idée du personnage. Il y a beaucoup d'allers-retours entre nous et le réalisateur parce que vu qu'il a une idée précise de ce qu'il veut, tant que l'image n'est pas fidèle à ce qu'il a comme idée, les allers-retours peuvent être incessants. Scénario bien ficelé et structuré, modélisation réussie, on passe alors à l'animation proprement dite. Cette étape est confiée au duo Lamoutia Messan avec des tâches spécifiques. Nous sommes chargés de faire la vectorisation des calques des dessins à travers la machine et après cela, après la vectorisation, nous passons au rig de ces personnages-là, c'est-à-dire mettre de l'os. Comme en tant qu'humain, on doit avoir les os dans nos corps avant de pouvoir bouger. Et c'est après avoir mis les os dans le personnage que maintenant nous passons à l'animation. Pour que les personnes ne soient pas figées, restées comme s'ils ne font rien. Donc nous sommes là pour les animer, c'est-à-dire pour faire qu'ils fassent des gestes. Mouvoir les bras, le pied, la bouche, les faire marcher, même courir aussi. Pour arriver, il faut vraiment être très concentré, minutieux. Le film d'animation est obtenu après le compositing, qui est le montage ou l'agencement des décors, des bruitages, des voix et autres effets spéciaux. Le résultat final, le voici. Des films d'animation togolais qui se distinguent par leur fluidité et leur générosité artistique, sans oublier la pertinence des thématiques abordées. Voilà l'immersion au cœur d'un atelier de montage du dessin animé, un peu complexe, non? Mais intéressant. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.